Pourquoi tu veux payer ta propre maison? Parce que j'ai besoin d'espace. Les enfants doivent être séparés, filles, garçons. J'ai besoin de mon propre bureau. En fait, je pense que si j'ai plus d'espace, les enfants vont bien jouer, il y aura le jardin, les enfants seront épanouis. Et la maison que tu vas acheter, c'est combien de mètres carrés? Bon, c'est une maison qui peut être même dans les 300 mètres carrés. Ça va coûter combien? Je me dis que j'ai quand même prévu un budget. Quand je regarde les prix, ça peut être un budget de 400 000 euros ou alors 300 000 euros. C'est le budget que j'aimerais mettre à disposition pour l'acquisition de cette maison. Et quelles sont les autres motivations que tu as qui te poussent, bien sûr, à acquérir ta propre maison en Occident? Bon, en même temps aussi, tu sais, je suis un peu fatigué de louer, parce que quand tu loues, tu donnes l'argent à quelqu'un d'autre, ce n'est pas ta propre maison, tu jettes l'argent par la fenêtre quand tu loues. Alors que quand tu payes ta propre maison, ça t'appartient et tu payes le crédit et à un moment donné, c'est ta propre maison. Ça, c'est la série de poubelles que beaucoup de personnes prononcent en fait souvent, matin, midi, soir. Je dis bien, c'est la série des poubelles que beaucoup de personnes prononcent matin, midi, soir. On appelle ça, ou bien j'appelle ça, les raisons volumineuses pour se démontrer à soi-même qu'on aimerait rester dans la pauvreté. C'est la vérité. Je vais te poser une question que j'avais posée à l'un de mes étudiants. Quand tu étais étudiant, tu vivais dans combien de mètres carrés? Peut-être 12 mètres carrés. Quand tu es devenu ingénieur avec un enfant, tu es passé à combien de mètres carrés? Peut-être 60 mètres carrés. Qu'est-ce qui s'est passé entre 10 mètres carrés et 60 mètres carrés? Entre 10 mètres carrés et 60 mètres carrés, tes charges ont augmenté. Le taux d'investissement, le taux d'argent que tu as investi dans 60 mètres carrés a augmenté. Tu devais aménager la maison, meubler la maison, parce que la nature en général a horreur du vide. Si là maintenant, là où tu es là, on te donne une surface qui est 3 fois plus ce que tu as, tu vas te retrouver sur Internet en train de chercher comment tu vas commander les meubles. Tu vas te retrouver en train de chercher peut-être même dans les sites gratuits comment est-ce que tu vas acheter des trucs pour remplir ta maison. La nature a horreur du vide. Ça veut dire quoi encore concrètement? Quand tu quittes de 60 à 80 mètres carrés, quand tu quittes de 80 à 200 mètres carrés, tu as déjà statistiquement perdu minimum 100 000 euros. Écoute bien cette vidéo. Tu as perdu minimum 100 000 euros. Parce que tu quittes de 60 à 200 mètres carrés. Donc tu as 140 mètres carrés à ta disposition que tu dois aménager. Et tu vas aménager ça avec quoi? Un, tu n'es pas entrepreneur. Deux, tu n'investis pas parce que tu trouves que c'est risqué. Mais c'est prendre une maison de 140 mètres carrés de plus que tu trouves confortable. Pourtant, tu es dans un système de salariat qui est aussi risqué et tu vas continuer de travailler à l'intérieur en disant que ce n'est pas risqué. Pourtant, tu as pris un crédit de près de 400 000 euros, mettre sur ton dos pour démontrer que ça, c'est la sécurité. Mais est-ce que les êtres humains eux-mêmes sont souvent sérieux à un moment donné? Est-ce que nous-mêmes nous sommes souvent sérieux envers nous? Quand toi, tu regardes ce que je t'explique là, le risque est à quel niveau? La sécurité est à quel niveau? Laisse-moi dans les commentaires. Quand tu regardes ce que je t'explique là, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui n'est pas logique. Laisse les trucs du genre, mais chacun aimerait, mais ça veut dire qu'on ne doit pas vivre chez soi. Laisse les phrases de Benyat Rico là. Dis-moi dans les commentaires, toi-même, si ça c'est logique. Dis-moi dans les commentaires. Parce que dans tout ce que je t'ai expliqué là, beaucoup de personnes ne voient pas le risque. Beaucoup ne voient pas le risque. Non, mais j'ai ma propre maison, comment 400 000 euros. Pour lui, ce n'est pas le risque. Pour lui, c'est la sécurité. Prendre 400 000 euros, mettre sur son dos, pour lui, c'est la sécurité. Tu comptes sur quoi quand tu mets 400 000 euros, que c'est ta propre maison sur ton dos? Tu comptes sur quoi? Sur le salaire. Le salaire dépend de toi. Tu vas dire oui, tu manques, ça ne dépend pas de toi. Voilà le coronavirus. Combien de personnes perdent leur boulot pendant le coronavirus? Tu connais le nombre de personnes que j'accompagne, que je coach, qui ont perdu leur boulot en cette période de crise? Pourtant, ils se disaient depuis les derniers 10 ans que non. Le monde de l'emploi est trop à sécurité. Venez écrire dans les commentaires que c'est la sécurité, on voit. Venez me démontrer que c'est la sécurité. Le coronavirus, le virus nous a tous montré aujourd'hui que, encore une nouvelle fois, déjà qu'en 2008, pour ceux qui ont vécu la crise en 2008, et même ils savent que en 2008, on avait encore une crise, où les gars travaillaient pour 5 euros, 6 euros. Là. Venez donc nous dire dans les commentaires qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sécurité. Donc ça veut dire que les gens qui ont payé leur propre maison, moi j'ai des locataires, j'ai des biens immobiliers, j'ai des locataires. Mais même pendant cette période de crise, en tant que bailleur, il faut réfléchir sur des stratégies de sécurité.
Donc ça veut dire qu'il faut avoir quand même une certaine marge. Pourquoi? Pardon. Pourquoi il faut avoir une certaine marge? Parce que ton locataire, c'est un salarié quelque part qui peut aussi avoir un problème. C'est vrai que parmi mes locataires, il y a c'est un père qui est en retraite, qui reçoit les aides qui reçoit l'argent du gouvernement déjà, il reçoit sa retraite. C'est encore un avantage. Mais il y a aussi un autre et tout qui travaille. Donc, il travaille quelque part. Ça veut dire qu'automatiquement, lui aussi peut se faire licencier. C'est vrai qu'il y a encore plein de locataires dehors. Mais c'est pour te faire comprendre que, en tant qu'investisseur et en tant que celui-là qui ne veut pas prendre des risques, on a toujours un risque quelque part. Mais le vrai problème, c'est pendant qu'on prend le risque, ou bien pendant qu'on a de la sécurité, d'autres s'enrichissent, d'autres s'appauvrissent. Tu as acheté un bien peut-être immobilier de 200 000 euros. Le locataire rembourse, ça peut te faire 200, 300, ça peut te faire 250, 300 000 euros plus tard de cash. Mais celui qui entre dans une maison de 200 mètres carrés, il va sortir 100 000 euros peut-être, ou bien je ne sais pas combien, pour la maison, en espérant plus tard qu'il va vendre ça à 400 000 euros, ce qui est faux. Ben c'est faux. Tu n'as aucune garantie que tu peux vendre ça à 400 000 euros. Même celui qui a acheté sa propre maison, qui met le locataire à 200 000 euros, lui ici n'a pas de garantie. C'est une expérience. C'est une espérance. Actuellement, là, on peut se retrouver dans un cycle économique où les prix de l'immobilier chamboulent à gauche ou à droite. Personne ne connaît. C'est une espérance. L'économie repose sur la foi, l'espérance. C'est un peu comme la religion. On croit, on espère qu'en priant, on va aller au paradis, on va un jour voir Dieu. Mais qui a déjà vu Dieu sur la terre? Vrai, jusqu'à il a fait les photos avec lui, on a vu. Personne. C'est vrai qu'il y a les photos qui se baladent partout, mais qui? Donc, ça reste une foi et l'espérance en quelque chose. Et c'est ça qui nourrit l'investisseur, c'est ça qui nourrit le salarié. Le salarié a foi qu'il ira à la retraite. Il ne contrôle pas, il n'a aucun paramètre de contrôle sur l'avenir. Il n'a aucun paramètre de contrôle sur l'avenir. Un, ce n'est pas son entreprise, c'est l'entrepreneur qui a le paramètre de contrôle. Et même aussi, l'investisseur, l'entrepreneur, lui aussi, il ne peut pas influencer l'avenir. Bon, qu'est-ce que j'appelle influencer? Grâce à ses actions, il peut quand même déjà prévenir ou bien prévoir son chiffre d'affaires. Mais même jusque-là, il y a une incertitude, il y a un pourcentage qu'il ne peut pas contrôler. Le Covid. Qui a contrôlé le Covid? Personne n'a contrôlé le Covid. C'est arrivé. L'entrepreneur s'adapte avec de nouvelles stratégies. Le salarié subit. Parce que l'entrepreneur va dire, ben, le Covid est venu, les chiffres d'affaires ont baissé, il faut qu'on diminue le personnel, alors balance des gens dehors. Le salarié subit, l'entrepreneur contrôle. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, dans les commentaires, tu vas me dire ce que tu en penses. Et puis, on va bien sûr se prendre dans la prochaine vidéo. Tu es nouveau dans la chaîne YouTube, tu t'abonnes, tu actives la cloche. Ciao, ciao.